la sortie du dimanche. Belle maman avec son fils dans les rues de Saint-Genis. Et Jacques qui lèche le boyau de sa maman. Je vais essayer de récupérer mon carte. Joël qui essaye de se faire du beurre. J'arrive au même endroit qu'ils sont arrivés. J'ai voulu essayer, mais je vois que des têtes, alors... Voilà, Madame Dulac, Monsieur Dulac, tous leurs invités sont là, tous leurs amis sont là. Cet après-midi, entre Cognac et Angoulême. Nous sommes dans la 19e étape. En voici le profil. Comme le disait Laurent Fignon il y a quelques secondes, il n'y a pas de grande difficulté aujourd'hui. On passe par Cigogne, on passe par Rouillac, on passe par Saint-Génie-d'Iersac et peut-être avec une toute petite côte à la fin qui pourrait faire mal du côté à l'entrée d'Angoulême. Voilà. Le pourcentage là est important. Souvent d'ouest, ce qui veut dire que les coureurs ont le vent dans le dos, avec des valeurs de vent de 20 à 30 km/h, pas plus. Et les températures, actuellement il fait 21 degrés à Cognac et on peut espérer monter quand même jusqu'à 24 ou 25 degrés. Alors bienvenue à Cognac, point de départ de ce dernier contre-la-montre du Tour. Le soleil fait sa petite apparition, il y a des petites gouttes, mais le soleil est là. Tout comme à Cigogne, au 17e kilomètre où des bacs à fleurs ont été protégés, c'est juste avant le premier chrono intermédiaire. Les routes sont néanmoins rectilignes avec de légers faux plats montants qui conviennent aux spécialistes de l'effort solitaire, qui n'oublieront peut-être pas de se ravitailler à Rouillac à mi-course. Au kilomètre 35, deuxième chrono intermédiaire à Saint-Genis-d'Iersac, avec son église du XIe siècle et les ruines de l'ancien château de la Motte, avec son portail en anse de panier. C'est chez Cano. On voit que là il y a quand même tout le monde. Des équipes techniques à faire.
Pourquoi vous aimez bien le Tour de France? Parce que c'est bien, il y a la caravane qui passe. Il faut bientôt réveiller l'hélicoptère. Et c'est pour les objets? C'est pour avoir les objets ou c'est pour les coureurs? Les deux. Les deux. Est-ce que vous voulez être coureur plus tard? Non, moi aviateur, piloteur d'avion. D'accord. Moi aussi. Mais moi policier. Est-ce que le village il est joli? Ouais. Parce que j'habite dans le village là. Ah oui, c'est important pour moi. Bon, et vous venez d'où? De Vars. De Vars. Vous êtes venu de Vars à pied? Non. Ah, Moi de Grosbeau. de Grosbeau. Ouais. Et comment il s'appelle ton papa? Je le connais peut-être. Eric, moi. Eric, son nom de famille? Berthelot. Ah non, je le connais pas. Bah, mais merci les enfants. Vous allez passer à la télé. Avec un spécialiste, eh bien, vient de commencer le vainqueur d'étape à Angoulême, mais hier. Aujourd'hui, évidemment non, pour Sandy Cazard, bon coureur de contre-la-montre, mais bon, d'abord il est tombé hier, vous vous souvenez de cette chute spectaculaire avec un chien qui a fait tomber Sandy Cazard et Frédéric Willems. Grande satisfaction pour le coureur parisien de la région parisienne. Il est de Mantes-la-Jolie avec sa première victoire d'étape sur le Tour de France. Un vrai petit moment de bonheur sur les routes du Tour. Nous sommes en Charente. Ça se voit. Oui, effectivement, avec le vignoble des Charentes, le vignoble de Cognac surtout. Ce Cognac qui a tant fait parler de lui, le vignoble délimité du Cognac s'étend sur la Charente-Maritime aussi, hein, et les Deux-Sèvres. Il y a au total 7 crus. Minute environ, le premier coureur. Et derrière la caravane, il y a des ouvriers qui travaillent. C'est pour la télé ce soir. Spectateur précam. Et là, la caméraman, c'est une dame. Ils font les réglages. La France en vacances. Là, caméraman. Et nous sommes dans des conditions idéales pour le Tour de France. C'est la bombe à la française.
Que cette partie est très rapide. Et alors après, c'est l'affolement des chiffres. Il reste 5 km 400 pour aller à l'arrivée. Il réalise une moyenne de 50,800 à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il a en 5 km, il a repris 600 mètres de moyenne. Il a fait les 5 km 400 qui suivent à 57 de moyenne. Alors ça descend, hein. Ça descend, puisqu'on est monté avant, il faut bien redescendre. Mais néanmoins, il y a des virages encore, il y a des ronds-points. Donc il a fait un final extraordinaire. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller beaucoup plus vite. Je sens bien quand même que celle de Millard est un petit peu plus profilée, un petit peu plus bas sur sa machine, sur le devant, et il pénètre un tout petit peu mieux l'air que Chioni. David Millard en plein effort, au milieu d'une foule considérable. Il arrive à Saint-Genis-d'Herciac, c'est le point numérique numéro 2. Il est au kilomètre 35 et regardez, ça monte un tout petit peu. Et regardez cette foule qui attend les coureurs. C'est vraiment très, très impressionnant. On est habitué à voir du monde sur le Tour de France. Parfois, souvent, beaucoup plus en montagne ou dans les traversées de villages. Mais regardez aujourd'hui, c'est significatif. Comment le bord de route est envahi sur 2, 3, 4 rangées. Les camping-cars, c'est une nouveauté depuis maintenant une dizaine d'années. Pile poil. C'est 2 secondes par kilomètre. C'est pile poil. Bon petit calcul. Axel Merckx sous quelques gouttes de pluie. La chaussée n'est pas encore mouillée. Là aussi, les adieux au kilomètre 35 à Saint-Genis-d'Herciac. Eh bien, les adieux d'Axel Merckx sur le Tour de France. Il était dans la bonne échappée hier et il pleut vraiment parce qu'on a mis les essuie-glaces. Voilà un paramètre important, peut-être d'abord pour la victoire d'étape. Ah oui, il ment tout à l'heure dans vos explications, alors que Dario Chioni arrive au 2e point intermédiaire à Saint-Genis. Il va faire un bon temps, mais loin des meilleurs temps. Oui, là, on passe normalement en 41 minutes, un petit peu moins de 42 minutes. En 41-48. I've lost him. Après, sur l'avant, bien, il y a plusieurs choix possibles. Vous avez cette roue à rayon classique, une roue à bâton, voire une roue lenticulaire. Je ne sais pas si on en verra des roues lenticulaires. Il y a peut-être un peu trop de virages et de montées pour mettre une vraie roue lenticulaire. Barredo, bon temps pour le coureur espagnol de la Quick Step. Il était bien parti puisqu'il avait un bon temps au premier pointage. Il avait le 5e temps intermédiaire au kilomètre 17,5. Il est à peu près dans les mêmes temps. C'est Bruce Liggin en fait qui est venu un peu le chahuter dans ce classement provisoire. Barredo. Ouais, voilà Thomas Dekker. Ça c'est un enregistrement réalisé par Jean-Maurice Ogg. Je sais que le contre-la-montre c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un réalisateur, même un génie des boutons comme Jean-Maurice Ogg. On n'est pas le 14 juillet, rentrée. Faites attention, ne lâchez pas les coqs. Il y a déjà assez de chiens comme ça sur les routes. Si en plus vous lâchez les poules et les coqs. 41-48 le meilleur temps, celui qui arrive, son temps. Donc 3 minutes de retard.
Moi j'en pense que si c'est frais. Hein. Que Jens Voigt, le coureur allemand usé, marqué par 3 semaines d'efforts, en termine avec le deuxième point intermédiaire, kilomètre 35. Comme d'habitude, c'est le métier. Et on remarque, Thierry, que si sur la première portion, les grimpeurs ont rivalisé plus ou moins facilement, je dirais, avec les rouleurs, c'est beaucoup plus difficile sur les 17 km qui suivent. Un gars comme Cole avait perdu qu'une 25 secondes environ c'est-à-dire sur une capi, donc on rajoute quelques secondes, une trentaine sur Gutiérrez. Et il passe après, il perd une minute après dans les 17 qui suivent. Hein. Donc intéressant à noter ça aussi, à surveiller tout à l'heure. Il est très fort du général Astor Lozel, a perdu 2 places dans les Pyrénées. Et Kobo Acebo, on termine le 20e, enfin on termine avec le point intermédiaire numéro 2, pardon. 20e du classement général. Un bon Tour de France, hein, le coureur espagnol, qui avait gagné, vous en souvenez peut-être, 2 étapes sur le Tour du Pays Basque. Margin Capi, leader provisoire de ce contre-la-montre entre Cognac et Angoulême. Voilà un qui fait un très bon temps là. Alors il n'est pas encore au point intermédiaire, attention, on a vu passer là, mais il va exploser le temps de Gutiérrez, hein, c'est clair. Il avait sur Gutiérrez tout à l'heure 10 secondes d'avance. Il va avoir un bon paquet, hein, une bonne trentaine. Le réveil de Vladimir Karpets, dont certains disaient qu'il était capable d'être sur le podium du Tour de France. Ah oui, là il va exploser le temps de José Iván Gutiérrez, le champion d'Espagne du contre-la-montre. On attend juste le temps intermédiaire là de Vladimir Karpets. Voilà, c'est fait 31 secondes de mieux. Plus de 51 de moyenne maintenant. Au point intermédiaire. Vous allez voir, il passe très très vite. Très très vite, regardez. Très très vite. Maillot blanc, il me semble. Non, il n'est pas filmé. J'en prends très bien. Oh, quelle foule. Quelle foule. foule. Bien ses côtes. Et c'était dur, hein, là, ce faux plat encore. Hein, parce qu'en fait, c'est que des faux plats. Hein, ce ne sont pas des côtes. Il avait perdu 14 secondes tout à l'heure, Evans sur les timers, pour une casse de 17 km 500. Il y en a encore 17,5 là avant d'aller au deuxième contrôle. Alors là, tout à l'heure, on a vu les timers boire, d'aller moins vite. Hein. Je pense que c'est...
500 de moyenne. Bon, bah derrière, évidemment, Evans, c'est pas très loin, 14 secondes, il est un tout petit peu moins vite. Je pense que on va trouver Contador à une trentaine de secondes de Leipheimer, à peu près, c'est ce qu'il y avait tout à l'heure. Attention, on va voir, hein, il y a vraiment un bras de fer qui est engagé et peut-être qu'un de ces trois coureurs est parti un peu vite. Dans les temps de Albi, où Contador avait perdu 1 minute sur Evans, 1 minute 04, on est à peu près dans les mêmes temps, donc ils font tous les deux à peu près le même contre-la-montre. La question qu'on peut se poser, c'est parti sur des bases extrêmement élevées. N'y aura-t-il pas un des trois? Parce que je mets quand même Leipheimer dans le coup. Même si Leipheimer, pareil, reprend du temps, mais ce sera difficile pour lui. Il n'ira pas chercher. Oui, il fait un bon temps, on l'avait vu tout à l'heure. Il y a de la bagarre aussi avec Valverde. La question est de savoir si ces trois-là, il n'y en a pas un qui est parti trop vite, qui va exploser tout à l'heure. C'est ça la question. Il y a une 18 entre Kirchen et Valverde pour la 6e place. Valverde est en danger. Même par rapport à Popovic. Popovic peut aller chercher Valverde. Il n'y a que 2 minutes 30. 2 minutes 30, et si Valverde fait un mauvais contre-la-montre et Popovic un très bon, ce qu'il est en train de faire d'ailleurs, ça peut tout changer. On arrive donc à partir de maintenant sur la deuxième portion. La première portion était plus favorable aux non-rouleurs. On va appeler ça. En tout cas, Levi Leipheimer remporte le contre-la-montre des épaules et de la tête et des épaules. Contre-la-montre d'Angoulême, c'est la première victoire de l'Américain sur le Tour de France. Cadel Evans aura des regrets, 23 secondes de retard à l'arrivée sans doute sur Alberto Contador, mais c'est le meilleur résultat jamais enregistré par un coureur australien sur le Tour de France. Aller bien moins vite. Alors c'est lui qui va moins vite. C'est pratiquement le même temps intermédiaire. Regardez. Hop. On est loin là, oui, il y a encore quelques centaines de mètres. Il a perdu du temps sur Leipheimer. Leipheimer qui a fait une deuxième partie, en tout cas entre les deux points intermédiaires, de très grande qualité. Dans son effort absolu, dans un brouhaha absolument impressionnant, et bien Cadel Evans qui donne absolument tout. Le pourcentage de cette cote est assez... il y a du pourcentage, il faut s'employer vraiment. Et comme il l'avait fait dans le chrono d'Albi dans la cote, et bien Cadel Evans qui enroule assez gros quand même et qui monte tout en puissance au milieu d'une haie humaine. Il sait, il est renseigné sans doute sur... il était un peu plus jeune quand même. Ouais. Ça te fait quel âge toi? En un an, sans ça... Le futur vainqueur en discussion, qui est en retraite.